Bonjour tout le monde, je suis Julien Cargo et pendant un peu moins de 10 ans, j'ai bossé dans un établissement scolaire en tant que référent EIP. Donc j'étais en charge de rencontrer et d'aider les élèves intellectuellement précoces qui passaient par mon établissement et leurs familles. Et donc durant quelques années, j'ai pu glaner pas mal d'informations à travers mes lectures, à travers mes rencontres et j'aimerais bien pouvoir partager ça avec vous maintenant. La première question qu'on peut se poser, c'est un EIP, c'est quoi? Un élève intellectuellement précoce. Alors, c'est pas le premier sigle qu'on aura collé sur le dos. Avant, c'était HPI, et on en a eu pas mal d'autres. On appelle ça aussi des zèbres. Euh, et c'est quoi? Tout ça, c'est des mots, une case, et il se trouve que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Actuellement, dans l'éducation nationale, la détection d'un EIP se fait à travers un test de QI. Et si l'élève dépasse les 130, ça y est, automatiquement, il est considéré comme étant un EIP. Or, ah, c'est peut-être pas suffisant. Il y a des élèves qui vont être testés et qui vont avoir un QI inférieur à ça et qui vont vivre tous les symptômes, tous les signes et toutes les souffrances pas que l'on peut rencontrer chez les EIP ou chez certains d'entre eux, alors que d'autres personnes vont dépasser allègrement les 130, 140, 150 de QI, et pourtant ne vont pas être affectés de la même manière. Ils ne vont pas présenter le tableau des signes dont on va parler un peu plus tard. Alors il faut savoir que un test de QI, c'est quelque chose qui est vraiment très très discutable. Théoriquement, on vous fait passer chez un psychologue un certain nombre de petits tests. Et ces tests-là sont censés mesurer vos capacités, vos aptitudes dans différentes rubriques. Et il se trouve que ces tests-là, en tout cas les résultats que vous allez obtenir, peuvent être complètement affectés par des choses qui n'ont rien à voir avec votre QI. Si jamais vous avez une dyspraxie, si jamais vous avez des problèmes de compréhension, eh bien, vous allez avoir du mal à faire les exercices, vous allez peut-être avoir du mal à comprendre les consignes, et donc vous pouvez avoir des résultats calamiteux, alors que finalement, vos capacités intellectuelles n'ont absolument aucun rapport avec le problème que vous avez rencontré. Ce qui fait que, voilà, des fois, on va dépenser pas mal d'argent pour un test et avoir des résultats qui ne correspondent pas à la réalité des choses. En plus, en dehors de ça, ces tests-là, si jamais on les connaît au préalable, eh bien, on peut développer des stratégies pour bien mieux s'en sortir. Et au final, on va avoir un très bon score, on va avoir un bon QI, alors qu'on est sensiblement la même personne qu'avant l'entraînement. Du coup, cette mesure qui est proposée, c'est une indication, c'est un signe, mais c'est pas une fin en soi. Il ne faut pas vraiment s'arrêter à un simple score de QI. En plus, un score de QI, c'est une synthèse de plein de petits scores sur différents items. Et il se trouve que des fois, on va avoir, par exemple pour les EIP, on va avoir un fonctionnement qui va être très fulgurant, on va avoir une grande sensibilité, mais à cause de petits problèmes de langage, eh bien, on va s'effondrer sur certaines rubriques du test, et du coup, on va avoir un score qui va nous faire tomber en dessous des 130, alors que, au fond, on est réellement concerné par le profil de IP. Du coup, il y a pas mal d'organismes qui proposent en plus du test de QI, ils proposent un test de personnalité qui permettent de clarifier certains points, d'enrichir la vision que l'on a de la personne, et donc de confirmer ce qu'on a par le test de QI, ou au contraire, de l'amender. Donc voilà, cette histoire de QI, mesurée par un psychologue,
qui donne le droit à un document officiel signé. C'est super important si vous voulez que vous ou votre enfant soit aidé par l'éducation nationale, que certains moyens soient mis à votre disposition pour pouvoir faire en sorte que l'enfant s'en sorte bien, quoi. Donc qu'il ait toutes les ressources nécessaires pour vivre une scolarité qui l'aide à s'épanouir et plus tard à avoir un bon métier. Voilà. En ce qui me concerne, moi, je pense que la chose la plus importante, c'est ce qui va suivre dans le reste des vidéos, c'est les vrais signes euh, qui peuvent se manifester et comment les adresser. Être EIP, c'est pas juste un badge, c'est pas juste une case à cocher, c'est une manière de vivre ses émotions, sa réflexion, son rapport à l'autre. Et, euh, et des fois, ça va coller avec votre score de QI, des fois pas du tout, quoi. Généralement, quand on a son petit diplôme de IP, on peut être tenté de se dire, voilà, ça y est, c'est fait, je sais, je connais le problème, et on passe à autre chose. Alors que non, en fait. L'idée, c'est d'arriver à mieux cerner la manière dont on fonctionne et à trouver qu'est-ce qui est disponible autour de nous pour pouvoir vivre au mieux cette différence. Bien, le problème qu'on rencontre avec ces tests de QI, c'est que ils donnent l'impression qu'être EIP, c'est une question de vitesse de traitement. C'est de l'intelligence pure, c'est purement mécanique, alors que les problématiques de l'EIP vont se jouer à un tout autre niveau. Généralement, ça va être au niveau émotionnel, au niveau relationnel, et ça, c'est pas vraiment quelque chose qui est couvert par les tests d'intelligence utilisés par les psychologues, dans le cadre du QI en tous les cas. Bon, il faut bien avoir en tête que les signes que je vais décrire dans le reste de la vidéo sont des signes potentiels. Chacun vit sa condition de IP à sa manière qui lui est propre. Et même en dehors de ça, très souvent, les signes qui peuvent être manifestes au tout début sont rapidement éclipsés par des réflexes d'adaptation. Et finalement, on peut avoir l'impression que le portrait qui est décrit n'a absolument rien à voir avec la personne, simplement parce que ses instincts initiaux sont maintenant complètement camouflés. Beaucoup de IP sont à part et peuvent avoir l'impression d'être en complet décalage avec les gens autour d'eux, mais il ne reste pas moins humain. Et donc, tout ce que je vais évoquer par la suite, eh bien, c'est des points dans lesquels, même sans être IP, on peut éventuellement se reconnaître. Je dirais que pour le IP, c'est que tout ça, c'est vécu avec sans doute plus d'intensité et qu'il y a une plus grande concentration de signes. Parmi les EIP, on voit se distinguer deux grandes catégories. Alors, il y a ceux qui sont finalement des normaux plus, où on va avoir des gens qui sont performants, stables, équilibrés, bien dans leur peau. C'est un peu la version idyllique des EIP. Donc là, ceux qui s'en sortent super bien, c'est ce qu'on appelle le profil laminaire. Et après, il y a les autres, le profil complexe. Alors, le profil complexe, c'est tout simplement un profil où on a des inégalités dans tous les sens. Et on a des endroits où c'est super avancé et des endroits où c'est super en retard. Du coup, ça fait des décalages internes, mais aussi par rapport aux enfants qui les entourent, où ils sont à la fois plus matures sur certains points, mais complètement gamins sur d'autres. Des fois aussi des décalages dans leur corps, où finalement il y a des difficultés pour coordonner les abattis
sont un peu plus prononcés que pour les autres enfants de leur âge. Tout ça, ça génère quand même pas mal de frustration. Ce qui fait que souvent, avec ce profil-là, on a des enfants qui sont un petit peu torturés, inégaux. Ils peuvent être traversés par de grandes fulgurances, où tout d'un coup, ils vont avoir des moments de génie, des intuitions de folie, des compréhensions qui dépassent largement leur classe d'âge. Et à d'autres moments, ils vont se montrer un petit peu plus obtus. On observe souvent un relationnel assez fusionnel, en tout cas au début. Une empathie qui peut être très très puissante à certains moments, puis éventuellement, en grandissant, elle peut se normaliser, voire se retrouver complètement étouffée, et on finit par avoir des personnes qui sont dures et froides. Ça, c'est quand l'empathie de départ a provoqué trop de souffrance, et souvent ça s'accompagne d'un repli sur soi. Généralement, on trouve aussi des propensions à faire des analogies assez curieuses et intéressantes, et donc très créatives, où ils vont être capables de connecter des domaines qui sont très éloignés pour nous, mais ils vont trouver le petit truc qui va les rapprocher. Et du coup, en connectant ces deux mondes, ça va leur donner des perspectives originales, ça va leur donner des idées qui vont les amener à des endroits où peu de gens sont allés jusqu'ici. Généralement, on voit aussi beaucoup d'anxiété, et souvent, on observe des troubles d'apprentissage. Alors, moi, mon impression sur la question, c'est que pour beaucoup d'EIP qui ont des profils complexes, au centre, il y a une très grande sensibilité émotionnelle. Et du coup, ce qu'on nomme HPI, haut potentiel intellectuel, c'est souvent parfaitement synchronisé avec haut potentiel émotionnel. Donc, une très très grande sensibilité au monde qui les entoure. Et pour pouvoir la gérer, pour pouvoir supporter ces émotions qui sont décuplées par rapport aux autres, il y a des tas de mécanismes qui se mettent en place. Et notamment une tendance à gamberger à fond pour donner du sens au monde et trouver des règles qui le rendent prévisible et moins absurde. Du coup, ces élèves, ces enfants, et même après, plus tard, ces adultes, peuvent se retrouver à être obsédés par la règle. Parce qu'avec une règle, eh bien, tout d'un coup, le monde devient ordonné, il a du sens, et le futur devient bien moins effrayant. Toujours dans le même registre, ils peuvent être aussi un petit peu obsédés par la justice. C'est, encore une fois, c'est la règle qui revient, sauf que c'est une règle plus morale qu'autre chose. Mais encore une fois, c'est le besoin d'organiser le monde. Les gentils sont récompensés, les méchants sont punis, tout le monde est à sa place. Et si jamais bien, ils observent de l'injustice, ça les fait réagir à un niveau viscéral. Et ça peut dépasser les adultes qui sont autour et qui peuvent se retrouver confrontés à leurs réactions disproportionnées. Il faut savoir qu'ils ne réagissent pas juste à l'injustice qui est devant eux. Leur réaction, elle est portée par une angoisse fondamentale à l'intérieur d'eux. Et tout d'un coup, c'est un éclair entre le ciel et la terre. Donc très souvent, en fait, être EIP, c'est être en décalage avec les gens qui vous entourent. Et une bonne partie de la problématique, ça va être comment vivre ce décalage. Et sans doute là, en fait, où on observe une grande différence entre les sexes. Généralement,
Les filles EIP sont plus difficiles à détecter, car leurs différences, elles ont tendance à la prendre sur elles. Elles ont tendance à se couler dans le moule et à ne pas faire de vagues. Une sorte d'envie d'être consensuelle et de s'intégrer. Et du coup, ces filles EIP vont souffrir de ce qu'on appelle le syndrome de Pygmalion inversé. Au lieu que leur entourage les tire vers le haut, qu'elles soient inspirées, eh bien, au contraire, elles vont se faire petites. Elles vont s'amoindrir pour se trouver une place. Et ça peut finalement devenir une seconde nature, jusqu'au point où on ne sait plus qui on est. Un autre aspect qu'on retrouve très régulièrement chez les EIP, c'est une très grande exigence envers eux-mêmes et vers leur entourage. C'est un petit peu comme s'ils croyaient au fond que pour avoir sa place, pour avoir le droit d'être intégré, d'être aimé, mais il fallait être parfait tout le temps. Et du coup, comme ils sont humains, très régulièrement, ils vont chuter et ils vont se décevoir eux-mêmes avant tout. Et ça va être une très très grande souffrance pour eux. Ils vivent naturellement les choses, toutes leurs émotions décuplées. À cet endroit-là, c'est encore plus prononcé. Donc c'est d'une très grande violence pour eux, et c'est là que des adultes aimants et disponibles au bon moment, ça peut vraiment faire une grande différence. Très régulièrement, à l'école, ils peuvent se retrouver extrêmement identifiés à leurs résultats, prendre très très mal certaines notes. Et le truc, c'est que pour pouvoir survivre à l'échec, à cet échec qui est si violent pour eux, beaucoup peuvent s'anesthésier, dire même pas mal, je m'en fous, cette matière, ça ne m'intéresse pas. Et ils se déconnectent d'une partie de la vie autour d'eux et d'une partie de la vie à l'intérieur d'eux. Cette anesthésie, ou même ces anesthésies, vont être très lourdes de conséquences pour la suite. Ça ne va pas juste se limiter à une matière qui est mise sur le côté. C'est des fois le début d'une mauvaise habitude, de dire voilà, tout ce qui me pose problème, je le rejette. Et surtout, en fait, c'est que comme ça, ils s'amputent d'une partie d'eux-mêmes qui va en grandissant à mesure qu'ils vont avancer dans la vie. Et c'est dur d'être épanoui quand il y a toute une partie de soi qu'on n'est plus capable de sentir à cause de cette amputation. Genre, je dis amputation, c'est complètement exagéré. Il y a toujours de la vie à cet endroit-là. C'est juste qu'on est anesthésié, engourdi complètement. Et il y a après un travail à faire pour reconnecter. J'en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo. Penser en arborescence. Alors, pour faire sens de ça, on pourrait dire que pour beaucoup de gens, quand ils pensent à une chose, ils vont avoir une idée qui est exprimée, qui va amener une autre idée, qui en amène une autre, et ainsi de suite. Et si jamais ils se rendent compte que ça n'aboutit pas, ils vont revenir en arrière et finir par trouver un autre embranchement possible et tenter une autre piste pour leur réflexion. Pour l'EIP, très souvent, on va observer que une idée va résonner très fort pour eux comme un symbole, et ce symbole va se connecter à plein d'autres symboles. Une idée ne va pas l'amener vers une autre idée, mais vers une dizaine d'autres idées. Elles sont toutes
potentiel à flotter en même temps dans sa conscience. Alors, ça va dépendre de la manière dont ils fonctionnent. Certains vont voir plusieurs images dans l'espace, autour d'eux. D'autres, ils vont avoir des images qui vont se superposer, se mélanger, qui vont peut-être passer comme un diaporama très rapide. Pour d'autres, ça va se manifester de manière peut-être différente. En tout cas, voilà, il y a 1000 possibilités qui s'offrent à eux. Et ça fait que très souvent, ils peuvent se retrouver décontenancés par des questions extrêmement simples. Alors que pour la personne qui est en face d'eux, la question est très directe, eux, ils vont avoir une créativité hallucinante sur les sens cachés qui peuvent être derrière. Ils ne sont pas calibrés, limités par les conventions sociales, esthétiques et autres. Ce qui va leur venir, très souvent, ça ne fera pas vraiment sens pour les gens qui sont autour d'eux. Alors, ça pourrait très bien les laisser paralysés en permanence, tout ça. Heureusement, ils ont un autre aspect qui est assez surprenant et qui peut leur provoquer aussi quelques petits soucis, c'est que généralement, ils ont une très très grande intuition. Ce qui fait que parmi toutes ces possibilités-là, ils vont naturellement choisir la bonne, ou ils vont se retrouver, on leur propose un problème en maths, ils vont être capables de trouver directement la réponse sans même savoir, sans avoir la moindre idée de comment est-ce qu'ils ont fait pour y arriver. Et c'est pas juste que leur cerveau a fait un petit peu une simulation avec toutes les, tous les raisonnements possibles, et parmi tous ces raisonnements possibles, a trouvé le bon. Il y a quelque chose qui va un peu plus loin que ça. Ils ont un sixième sens, on va dire que c'est limite, on va dire que c'est, là je vais me faire brûler pour dire un truc comme ça, c'est par moment, avec les réflexions, les remarques qu'ils peuvent avoir, on peut se demander si c'est pas un peu médium sur les bords, quoi. Voilà, donc ils sentent énormément de choses autour d'eux, et ils peuvent avoir une certaine facilité à naviguer à travers toutes ces possibilités. Voilà, on est à la fin de la vidéo. Peut-être que vous êtes reconnu dans le portrait que j'ai pu décrire. Peut-être pas du tout, peut-être partiellement. Peu importe. L'essentiel, c'est de toucher du doigt le fait qu'on est tous différents dans notre manière de vivre les choses. Une différence qui, généralement, est loin d'être évidente, parce que tous ces processus internes, l'intensité des émotions, tout ça, c'est à l'intérieur. Et beaucoup de gens n'ont pas idée de l'impact que peuvent avoir leurs paroles sur les autres. Ils n'ont pas idée nécessairement de la manière dont les autres reçoivent les choses. Parfois, quand une personne est en grande souffrance et qu'elle fait son possible pour se montrer digne, pour ne pas faire de vagues, les gens peuvent avoir l'impression que le but de cette vidéo, c'est d'ouvrir le débat. Que vous puissiez clarifier progressivement ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. Et vous puissiez en discuter avec les gens qui vous aiment. Et à travers ces échanges, voir en quoi vous ressemblez et en quoi vos besoins, vos manières de fonctionner diffèrent. Et en vous comprenant mieux, vous-même et les autres, vous pouvez sortir de cette illusion que tout le monde fonctionne de la même manière que vous, et vice-versa. Et de là, avec cette ouverture, vous allez pouvoir mieux comprendre votre entourage, et lui aussi, il pourra mieux comprendre vos ressentis et vos besoins. Savoir qui vous êtes, c'est être conscient de vos forces et de vos fragilités, et donc
de la nécessité de trouver des outils qui vont vous permettre de dépasser ces fameuses fragilités. Et ça va être un petit peu l'objet de la prochaine vidéo où je vais énumérer bon nombre de techniques et de petites idées pour faciliter la vie des EIP, petits et grands. J'espère que vous avez pu trouver des choses qui vous ont intéressé dans cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.